Voilà, voilà. Eh bien le bonjour, chers auditeurs. L'émission est en commence. Et donc on va parler, comme la semaine précédente, de laser, puisque c'est le but de la chaîne, parler du laser. Et vous voyez un aperçu sur votre écran de ce qui peut se passer. Et peut-être des vidéos que vous ferez voir, ou d'autres peut-être. Donc voilà, bonjour, j'espère que vous êtes bien installés, confortablement, pour probablement une petite heure. Et que tout va bien, quoi. Alors, voilà, je suis un petit peu mal cadré. Voilà, ça sera mieux. On verra mieux. Une couleur uniforme derrière moi, c'est plus pratique. On va m'excuser pour cette mise en place. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, et la dernière fois, de laser, découpe laser et gravure laser. Voilà, la vidéo s'est lancée. Je vais la mettre en plein écran. Alors, on voit carrément une machine industrielle. C'est probablement fabriqué en Chine. Ah, comme d'habitude, bien sûr. C'est le grenier du monde. C'est dommage parce qu'on a des bonnes technologies quand même en France aussi. On pourrait s'en servir. Puisqu'on a des personnes qui ont de quoi réaliser les technologies. Après, c'est vrai que le prix est dissuasif pour certains. Mais bon, si on s'arrête qu'au prix et non pas à la qualité, on achète chinois. Bon, enfin bon, c'est pas le propos. Alors voilà, la découpe laser sur apparemment quelques millimètres de bois. Même pas. Si, apparemment. Ça ressemble à une carpe. Ah oui, sûrement, probablement. Hop là, tiens, fin de la vidéo. Alors, on va l'enlever, hein, puisque en fin de vidéo. Hop là. Youpi. Alors, là aussi, nous sommes sur un modèle industriel. Aussi, on voit ce qui se passe, hein, tout partout. J'espère que vous n'avez pas le bruit. Normalement, non. Moi, je vais le couper, hein, parce que de ce cas-là, ça ne sert à rien. Alors... Eh ben, le dessin, là, hein, on voit ce qui va être découpé. Hein. Donc, il y a une flèche qui va tomber, il y a deux cercles qui vont tomber. Et à la fin, il va les reconstituer sur un plan de travail, on va dire. On voit le logiciel qui permet de faire ça. Donc on va arrêter là, puisqu'on va accélérer un petit peu le mouvement. Voilà, on va aller à la découpe. On voit qu'il fait un essai d'emplacement. Hein. Le laser est à faible puissance. Et il fait un essai d'emplacement, et ça tient à l'endroit où il faut. Donc il n'y a pas de souci. N'oublions pas que là, c'est juste pour les besoins de filmer qu'il a ouvert le capot. On ne laisse jamais le capot d'une machine ouverte. Jamais, puisque le laser, c'est dangereux. Donc, on ne fait jamais ce genre de choses. Laisser un capot ouvert quand la machine travaille. En plus, vous voyez les fumées. Donc, les fumées peuvent être toxiques. Il vaut mieux qu'elles soient aspirées et éjectées à l'extérieur. Hein. Donc là, c'est juste vraiment pour les besoins de la vidéo. Ne faites jamais ça chez vous. Les précautions... à prendre sont importantes. Il met des gants, mais bon, c'est juste pour éviter de salir la chose, le modèle. On va peut-être passer aussi à un moment donné, si la caméra veut bien, voilà, si elle se réveille. On va passer à un moment donné en mode fais-le toi-même, ou alors de l'industriel qui a été reconditionné puisqu'il y a eu des soucis dessus. Voilà. Donc, je rappelle, le laser a deux principes qui nous intéressent. C'est la diode, en général faible puissance. Hein. Ça va jusqu'à théoriquement 20 watts de consommation d'électricité, mais en sortie, ça fait du 7 watts et demi ou 8 watts maximum. Donc, c'est de la gravure à faible profondeur. Ah, on va sauter à la suivante. Voilà. Ce monsieur nous explique les différences entre le laser CO2 et aussi le laser, comme c'est marqué là, fibre. Alors, il y en a un, il est fait pour la gravure et la découpe sur bois, uniquement sur bois, plastique et autres matières. Il ne découpera jamais de métal, il ne gravera jamais de métal, c'est pas prévu pour. J'aimerais bien que ma caméra revienne à la vie, parce que là, voilà. Ça, c'est comme quoi je suis bien en ligne.
Monsieur Twitch me dit, oh dis donc, tu viens de démarrer un live. Merci. Voilà. C'est donc ça, hein, c'est la vérité. Monsieur Twitch me dit, hop, t'as un live. Donc voilà. Il explique qu'on fait des découpes sur principalement des matières de faible profondeur, on va dire, épaisseur, on dit, épaisseur. Et que si on veut vraiment quelque chose de très costaud, ben on tape dans des lasers plus importants, beaucoup plus importants en puissance. Si c'est du métal, c'est qu'il y a une assistance supplémentaire dans le laser. Et si on veut graver du métal, eh ben on fait simplement... Pourquoi cette caméra me fait n'importe quoi? Elle vrille, elle part en sucette. Je suis désolé, on va me gratter la tête, mais c'est pas le but du jeu. Oh là là, j'ai une liaison de très mauvaise qualité apparemment. J'espère que vous n'allez pas le subir. Les paramètres, on va aller chercher la qualité. Oh punaise, je diffuse en 1080. Waouh, en source, c'est fantastique. Voilà. Et là, il s'est amusé à faire différents essais sur différentes couleurs pour voir si le laser grave bien ces couleurs-là, puisque c'est de la fibre qui est utilisée. On va voir ce qui va se passer. Hein. Voilà, c'est très rapide. C'est extrêmement rapide, parce que c'est en vitesse réelle. Hein, c'est extrêmement rapide. Ce sont des micro-miroirs qui s'inclinent très très vite et qui vont envoyer le signal du laser sur le métal. Et le métal est bien sûr gravé. Même si le laser semble être une faible puissance, le résultat est quand même important au point de vue gravure métal, puisque le but c'est d'obtenir quelque chose de propre, et en général c'est très rapide, puisque les surfaces à travailler sont très petites aussi dans les lasers fibres. Donc voilà. Je vois donc que nous avons quelques visiteurs. N'hésitez pas à vous manifester. Alors, il y a un challenge qui s'appelle un goal. Et ce mois-ci, théoriquement, bon, ça sera pour le mois de janvier principalement, si on arrive au goal de suiveur de follower, donc, qui est à gauche, je crois, sur votre écran, sur le cas, il y aura une surprise. Probablement, je tirerai au sort début février, enfin le premier passage de février, une personne qui obtiendra une gravure de son choix, puisque je remettrai la machine en route s'il le faut, qui obtiendra une gravure de son choix sur un format de 20 cm par 20 cm. Et donc, je lui expédierai la semaine suivante, probablement, une fois qu'il aura gagné cette chose. Mais il faut obtenir qu'il y ait un certain nombre de followers sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes présent, à vous manifester. C'est gratuit. Hein. Le follow, c'est gratuit. Vous dites juste, voilà, à chaque fois que la chaîne Laser 87 Man émettra, vous aurez donc une notification. Et vous serez prévenu de quelle heure c'est, de quel jour, parce que le mardi 15h peut-être évoluer, puisque si l'audience est toujours faible, j'essaierai de trouver un créneau où j'obtiendrai une meilleure audience, si c'est possible, bien sûr, parce que parler laser toutes les semaines, même une fois par semaine, ça peut lasser. Donc voilà, on voit le tableau récapitulatif de ce que peut faire le CO2 et la fibre. Et voyez-vous, les limites sont vite atteintes sur certaines machines. Et les deux sont complémentaires. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir, on va revenir sur le tableau, si vous n'arrivez pas à obtenir avec le CO2, il faut une machine fibre. Et ce que vous ne pouvez pas faire en fibre, vous pouvez le faire en laser, inversement, voyez-vous. À chaque fois qu'il y a une croix rouge d'un côté, il y a une coche verte de l'autre côté. Ce qui veut dire que, actuellement, il est bien d'avoir les deux machines. Bien sûr, à peu près, les budgets ne sont pas les mêmes. Parce qu'on peut commencer à 2000 € environ pour le CO2, hein, pour une machine d'une certaine surface. Par contre, la fibre, le tarif est nettement plus élevé. Et cette caméra m'agace, elle fait n'importe quoi, elle oublie de m'enregistrer. Donc, vous avez le son par l'image. Alors, voilà, comme vous voyez donc, à chaque fois qu'il y a un défaut d'un côté, on retrouve en qualité de l'autre côté. Donc, voilà, il ne peut pas faire certaines choses. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais bon, c'est plus
facile, hein, de vous le montrer, que de le traduire. Et voilà, chaque défaut d'un côté est compensé par la qualité sur l'autre machine, voilà, intégralement. Donc, ce qui fait que si vous voulez obtenir le résultat final de que des coches vertes, il faut absolument les deux machines. Comme je disais, les prix commencent à être abordables sur certaines machines venant de Chine, dans format 900 par 600, donc 900 mm par 600 mm, ce qui est quand même une surface intéressante. Je suis figé, ça m'énerve. Enfin bon, excusez-moi. Vous aurez au moins la voix, même si vous ne voyez pas bien, que je suis figé. Je ne sais pas pourquoi ce téléphone fait n'importe quoi, la caméra fait n'importe quoi. Donc, vous voyez, à partir de 2000 €, vous avez une bonne machine. Et par contre, la fibre, c'est multiplié par 5, voire plus. C'est quand même de l'industriel. On voit quand même qu'il y a une armoire complète pour gérer ça. Et après, vous avez le laser en lui-même. Donc, on va passer à autre chose. Voilà, voilà. Hop. On va passer au mode laser diode. Voilà. Ce sont les lunettes qui contrecarrent normalement le rayon. Donc, excusez-moi. On va faire un truc. On va faire un truc que je ne fais pas en général, mais qui va se faire là tout de suite. Voilà. Excusez-moi. Je vais revenir. Vous m'entendrez peut-être. Voilà. Pourquoi t'es-tu figé? Voilà, donc il y a un problème d'émission. Ah oui, c'est pas toujours comme on veut que ça fonctionne la technique. Et actuellement, les moyens techniques sont faibles. Pas inexistants, mais faibles. Je vais voir ce qui se passe. Je vais tenter de faire redémarrer la cam. Vous m'entendez toujours, bien sûr. Donc je ne peste pas. Alors, je tapote au clavier pour obtenir. Voilà. Alors la caméra est repartie, mais c'est chez moi que la cam n'a fait n'importe quoi. Rafraîchir la page. Voilà, c'est bon, c'est ok. Donc on va éviter de se mettre trop en gros. Hop là, voilà. Et alors, voilà, l'image est de retour. Excusez-moi pour ce détail technique. J'ai dû exciter la caméra, on va dire, et lui dire, vas-y, bouge. Et apparemment, c'est dans OBS que j'ai eu petit souci, mais bon. Donc, on va retourner voir notre image, actuellement. Donc, le montage, on va peut-être pas assister au montage complètement. C'est très simple, c'est vraiment très simple, très trivial, on va dire. Les petites machines sont... Voilà. Ah! Je pense que je vous ai déjà montré cette machine-là la semaine dernière. Voilà. Donc, hop là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, on me voit en grand. Fantastique. Alors... Mais je te demande pas de faire ça, voyons. Quelquefois, il fait un peu n'importe quoi. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce son? Pourquoi j'ai toujours le son de cette chose? J'ai encore la vidéo qui fonctionnait. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Alors, nous avons un Français qui s'appelle Crazy Maker, qui a acheté une machine, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, et il a eu quelques déboires. Donc il a fait progresser cette machine, et là c'est la première partie où il commence à expliquer ses problèmes. Voilà, Crazy Maker, on va aller plus loin. Et il explique qu'il va modifier sa machine
en changeant intégralement l'électronique de la machine. Il a changé 2 fois de laser, et là il a pris une bonne marque, on verra plus tard la marque, et il a changé intégralement l'électronique de cette machine-là parce qu'elle n'est pas prévue correctement pour faire ce qu'on lui demande. C'est vraiment basique. Alors, si vous achetez chinois, voilà le type de laser, si vous achetez chinois, ben, dites-vous que c'est même à 2000 € de l'entrée de gamme. Vous avez une carcasse, un laser de qualité moyenne, on va dire, et une électronique qui est gérée par 1 ou 2 programmes en général, et ces 1 ou 2 programmes sont en général des copies, et donc illicites. Et voilà ma caméra qui me refait encore la même chose. Hop là. Voilà, la caméra qui me refait la même chose, je suis obligé de la bouger un peu. J'espère que les problèmes techniques vont s'arranger au fur et à mesure, parce que là, c'est dommage de vous imposer ce genre de choses. Oui, alors, il a donc refait le schéma intégralement de cette électronique pour obtenir le résultat qu'il souhaite. On va aller voir plus loin, voilà. Il a tout recablé. Et vous trouverez sa vidéo, voilà, je pense que vous le connaissez un peu, hein. J'espère que vous le connaissez d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas que du laser, il fait aussi de l'impression 3D. C'est quelqu'un de très simple, très gentil, parce que j'ai déjà eu des contacts avec lui, hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il est très gentil. Et donc, il a dû refaire toute l'électronique, il a donc eu une carcasse. Et voilà, on va aller voir plus loin ce qu'il a fait, voilà, hein, il marque que... On prévient bien, hein, et attention, on ne fait que de citer sans avoir de sponsoring, sans avoir de placement de produit. Et il explique tout ce qu'il a pu faire grâce à cette électronique nouvelle. Et bien sûr, maintenant, il est très content du résultat, puisqu'il obtient ce qu'il souhaite. Ah, par contre, c'est vrai que le prix de la machine a bien sûr été... un petit peu augmenté parce que voilà, un deuxième laser reçu alors que le premier était cassé par son fournisseur dans l'arrivage, le deuxième n'a pas tenu et il a acheté quand même du matériel de meilleure qualité actuellement. Alors là, attention, ce que je vais vous montrer, c'est la fabrication d'un laser par une personne qui s'y connaît. C'est carrément dangereux, donc à ne pas reproduire chez soi, hein, surtout pas reproduire chez soi. C'est très dangereux de faire ça. Il a créé son propre laser avec une technologie qu'il avait apportée. Donc, c'est un anglo-saxon. Il a réussi à faire ce qu'on appelle du pompage et à obtenir, et voilà, un laser qui pointe. Et son tube est vide, alors que normalement le tube n'est jamais vide, puisqu'il faut refroidir l'intérieur. J'ai sauté un petit peu, parce que on va s'arrêter là, parce que c'est... voilà. On va continuer avec lui, hein, c'est la même personne je crois. Et il continue à faire... voilà, parce que c'est la même voix pour moi. Et je vais la couper, parce que non, je ne suis pas sûr que vous l'entendiez, et je préfère la couper. Donc, vous pouvez réaliser chez vous votre laser, mais attention, à vos risques et périls. Il vaut mieux acheter un tube soi-même et le connecter. Alors, maintenant, ah voilà, un excellent projet que je trouve très intéressant, donc je vais même m'inspirer pour faire évoluer ma machine, surtout au point de vue des déplacements. Donc on va aller voir ça de plus près. J'ai coupé le son, il n'y en a pas besoin, on va le couper. Et donc, électronique, que l'on voit principalement ici, ça fait que la machine est rendue indépendante. Voilà. Ça, c'est le cerveau, on va dire, qui gère toutes les interruptions et qui interprète tout ce qu'il faut faire pour que les moteurs envoient le bon signal et envoient aussi le signal au laser. Ici, c'est le panneau de contrôle, tout simplement. Donc, on a les informations en retour. On contrôle la machine ici, mais là, c'est le centre névralgique, on va dire. Et c'est lui qui gère tout ça. L'alimentation, principale, bien sûr.
les moteurs, ce qu'on appelle les steppers, c'est ceux qui envoient le signal électronique, et les moteurs, voilà, donc de type NEMA, et bien sûr l'ordinateur. Et là, ce que vous voyez, hop, je vais revenir en arrière, ce que vous voyez comme dessin à l'écran, on va arrêter, mais non, excusez-moi, mais j'ai mal prévu mon coup. Ce que l'on voit à l'écran, ben, il va le faire dans le vide, il va le faire réaliser dans le vide. Vous allez voir la vitesse à laquelle ça va être réalisé. Hop, voilà. Donc chaque carré, rectangle ou cercle préposé à l'écran vont être réalisés dans le vide pour voir si les déplacements sont bons, si ça se passe bien. Excusez-moi, je bafouille, c'est pas encore du pro, hein. Je sais pas si j'arriverai à faire du pro un jour, mais bon, c'est pas encore du pro. Voilà, alors, et les déplacements sont extrêmement rapides puisqu'ils sont à la vitesse 1 normalement. Et on voit les simulations de déplacement de la tête. Et la grandeur aussi, surtout, qu'on peut utiliser pour graver. Hein. On met carrément une demi-plaque là-dedans et on peut vraiment obtenir très rapidement le résultat que l'on souhaite. Alors à chaque fois, le moteur, excusez-moi, chaque fois le moteur est démultiplié pour avoir une meilleure précision. Sachant que sur un moteur pas à pas, qui tourne à 360 degrés et qui peut enchaîner les tours, il n'y a que 2 seules impulsions possibles, soit 1,8 degrés à chaque impulsion. Mais si on veut obtenir une précision, on joue, hop là, on va revenir légèrement dessus, on joue sur les petits switches qui sont ici, qui permettent de dire le nombre de pas que l'on souhaite. Et en plus, alors il y a du 4, 8, 16 et 32 pas. En affinant ce nombre de pas et en faisant démultiplier le fait que la poulie en général, j'ai remis le son, la poulie en général a 20 dents et celle de réception a 40 ou 60 dents, la démultiplication permet d'obtenir une précision très importante puisque à chaque fois que le moteur fera un pas, donc 1,8 degré, et ben ça répercutera donc ici avec la multiplication moins d'angle puisqu'on va diviser par 2, ce qui fait qu'on peut obtenir une très bonne précision et même une très bonne vitesse de déplacement aussi si on envoie les impulsions rapidement. On voit bien les vitesses de déplacement sont assez rapides, même très rapides pour ce genre de choses. Bien sûr, c'est des vitesses de déplacement, c'est pas forcément des vitesses d'usinage. L'usinage peut se faire moins vite, sauf si la matière est très fine et que le laser est très puissant. Alors, plus on se déplacera vite, plus le laser sera puissant, puisque dans ces cas-là, hop là, et on va revenir en arrière. Allez. Alors, il y a aussi un type de... c'est une sorte de laser, on va dire, c'est le plasma. Lui, il attaque carrément le métal. Peu importe le métal, il l'attaque. C'est un arc électrique. C'est plus un rayon lumineux, c'est un arc électrique qui à l'aide d'un gaz, va plus, pour éviter que ça s'oxyde, découper la matière. Voilà, comme on voit facilement. On va revenir sur peut-être autre chose. Voilà. Donc, on peut faire des choses très précises. Voilà, de la découpe dans un vinyle. Vous prenez un 33 tours. C'est du gâchis parce que alors, le vinyle revient. Et vous lui demandez au laser de découper le vinyle. Alors attention, le vinyle, c'est une matière qui dégage des gaz toxiques. Donc on ne s'amuse pas à laisser, comme là ici, le capot ouvert. Ce sont des professionnels qui filment, déjà, premièrement. Et surtout, une machine bien équipée ne fonctionne pas si le capot n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il y a le petit switch, ils l'ont chanté, comme on dit. Ils ont fait en sorte que la machine peut quand même travailler malgré que le capot soit ouvert. Alors que normalement, une bonne machine, si le capot n'est pas fermé, qu'il n'y a pas un contact fait, le courant ne passera pas nulle part et le laser ne pourra pas émettre. On sait que le laser, c'est dangereux pour la santé, pour les yeux
pour tout. Donc, les fumées dégagées par le vinyle que l'on voit usiner ici. On va revenir sur autre chose. Ben c'est pas bien. C'est très mauvais. Alors, on va aller voir une autre machine. On va faire beaucoup de découvertes aujourd'hui de machines. J'essaierai de faire d'autres choses la prochaine fois. Mais vous retrouverez facilement les vidéos sur YouTube, hein, puisque c'est principalement la source d'information. J'essaierai de vous trouver des documents où on parle du laser, où on parle sérieusement du laser, on va dire. Alors là, c'est une machine polyvalente, apparemment. Voilà. La personne vient mettre magnétiquement en place une tête et il va passer. Alors, ce laser qu'on voit là est donné pour 10 watts en sortie. Elle. Pourquoi pas. Mais, sachant que ces têtes-là sont chères. Quand elles sortent du 10 ou 20 watts, c'est largement le prix d'une machine elle-même. Rien que la tête. On dépasse les 400 €. On atteint même les 1000 € pour certaines têtes. Donc, c'est pas forcément dans le budget de chaque personne. Donc, voilà. Après, si on veut quelque chose de puissant, le minimum de watts, c'est 40 théorique sur le CO2, puisqu'on n'utilise jamais les 40, sinon on fatigue très vite le laser. On utilise normalement un laser à 75% de sa puissance, si on veut qu'il vise très bien. Sinon, bah, on le fatigue très très vite et on se retrouve à acheter un nouveau laser rapidement pour compenser les erreurs qu'on a faites avant. Un bon laser, vaut mieux qu'il soit puissant dans les 100 watts et qu'on utilise à la rigueur que 50% de sa puissance, comme ça il gagnera en durée de vie, que de prendre un 40 watts et de le pousser toujours à fond. Ou même un 50 watts qu'on pousse toujours à fond. Donc, qui peut le plus, peut le moins, vaut mieux qu'il fasse le moins que le plus. Voilà. Donc, il a quand même une petite machine. Alors, beaucoup de DIY, on va dire, puisque c'est de l'impression 3D, toutes les pièces en plastique. Et la ligne protection, on voit bien le point qui est très petit. Quand on ne met pas de protection, le point n'est pas si petit que ça. Au contraire, il met une lumière tout autour. Et c'est là que c'est le danger. Toute cette lumière qui est diffusée. Là, le point est concentré, mais... excusez. Le point est concentré, mais il est quand même très filtré par la vitre. Donc là, il a mis une vitre jaune qui compense. Jaune tirant vers le vert, qui compense le fait que la lumière est absorbée par le filtre que fait le polycarbonate qui est devant, on va dire. Et ça permet de surveiller aussi, de voir s'il n'y a pas de départ de feu, parce que les matières utilisées à l'usinage peuvent être inflammables, puisque c'est le but. Tant qu'elle n'est pas trop exposée à la chaleur, elle ne brûlera pas, mais elle est superficiellement brûlée. Si vous grattez un peu, ça fait une certaine profondeur. J'avais déjà fait ça sur du MDF. Les points étaient tellement près l'un de l'autre à l'usinage que ça a carrément enlevé la matière à force de la brûler. Et ça fait un cratère à la place. Donc chaque point lumineux avait fait un petit cratère. Et ce qui fait que quand on passe la main, on sentait le relief et on sentait l'usinage qui a été fait. Bon, j'ai pas eu de problème puisque c'était un petit laser de 2,5 watts, hein, c'était pas... Mais ça peut commencer déjà à faire des choses très importantes en point de vue gravure. Après la découpe, là c'est une matière noire, donc ça absorbe beaucoup la chaleur. Le but du jeu, c'est de convertir cette chaleur en découpe. Excusez-moi. Alors, oui. Donc, vous pouvez vous manifester dans le chat si vous avez des questions à poser, parce que je vois que nous sommes quelques auditeurs à suivre ce que je dis. Et là, il va faire quoi? Il va tenter de graver, je crois, sur une matière. Je ne me souviens pas de toutes les vidéos que je regarde, que je vous propose. On voit bien le petit point lumineux, hein, on le voit parce que il est filtré, la lumière émise par le laser a été filtrée par voilà ce qu'on voit devant. Là, c'est sans filtre. Voilà, il a gravé des petits circuits imprimés, des PCB, on va dire.
Alors oui, la gravure va être faite, mais les trous de passage pour les pattes des composants n'est pas faite. Alors là, monsieur s'est amusé, hein. On voit, il a pris un biscuit, un petit lu, on va dire, comme chez nous on a l'habitude de voir, un petit lu. Et d'ailleurs, l'histoire, et dans autour du petit lu, une histoire. Les 4 grandes oreilles, c'est les 4 saisons. Les petites oreilles, c'est les nombres de semaines qui composent une année. Voilà. Et donc, il s'amuse à le graver. Et il va même essayer de le manger. Ne le faites pas, hein. C'est une absurdité de manger quelque chose qui a été surbrûlé, on va dire. Puisque le laser brûle, donc c'est quand même quelque chose qui a été cuit, recuit, super cuit, on va dire. Alors, voilà. Un truc intéressant. Vous prenez un carreau de faïence. Vous lui balancez une première couche de peinture dessus, pour qu'il adhère quand même sur le carreau. Voilà, c'est ce que présente monsieur. Donc c'est un 10 sur 10, hein, c'est du classique. Vous lui balancez une couche de peinture. Alors là, comme il va faire Hulk et Yoda, bah, c'est du vert. Et cette couche-là, vous la recouvrez de noir. Voilà. Et ça a été utilisé au laser. Voilà, oui. Il a pris des personnages qui font vert principalement. Et donc, il a recouvert de noir. Et le laser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler le noir, mais il ne va pas brûler en dessous. Parce que, imaginez que vous avez un laser bleu, vous mettez du bleu en dessous, ça ne brûlera pas. Bleu contre bleu, ça ne marchera pas. Si vous prenez la même couleur et la même longueur d'onde que le laser, ça ne la brûlera pas, parce que ça va absorber. Et non pas faire ce que l'on souhaite. Donc, on met une couleur de base, vert par exemple, parce qu'on a un laser vert, et on met du noir par-dessus. Et donc, la couche noire va être enlevée, à l'endroit où on nous demande de graver, et la couche inférieure ne sera pas brûlée. Donc, il a pris une petite torture qui fait du 150 par 150 mm environ. C'est un peu copié sur le mode de draw. C'est-à-dire qu'il y a une des machines qui existent où le laser est remplacé par un crayon et un cerveau le fait tomber à l'endroit où il faut. Et puis vous pouvez écrire, dessiner, faire des choses comme ça. Donc, et comme c'est relativement léger, vous la placez à l'endroit où vous voulez et vous gravez ce qu'il y a en dessous. Alors vous pouvez graver du 10 par 10 en carreau ou carrément une surface qui vous intéresse. Imaginez que vous ayez une table et que cette table-là, vous voulez faire un motif dans un coin. Vous posez votre laser à cet endroit-là. Vous gravez votre motif sur la table, vous enlevez votre machine et vous avez obtenu ce que vous souhaitez. Donc c'est ce qui permet de faire en gros un peu partout. Quand c'est sur un plan horizontal, bien sûr. Hein, sinon, si vous voulez quelque chose à vertical, vous pouvez toujours essayer de la mettre à vertical. Mais il faut qu'elle soit maintenue bien sur la machine. Et vous pouvez donc graver sur une table, par exemple, sur un bureau, sur une planche, sur un meuble. Imaginez que vous avez construit votre meuble, mais la dernière planche, vous avez oublié de la prendre et de la graver, en mettant votre logo, vos choses comme ça, et que la surface est trop grande, vous prenez cette petite machine-là, vous la mettez contre, vous gravez votre logo, et vous enlevez la machine, et vous avez obtenu ce que vous voulez. Voilà, donc là aussi, on obtient des choses très importantes. On peut fidèlement reproduire de belles images, si on a le bon logiciel. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir PaintShop Pro, hein, ou Photoshop surtout. Vous avez Inkscape qui permet de prendre exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire, il le font sur Inkscape d'ailleurs, ces essais, et vous obtenez un négatif du positif. Il faut enlever la matière à l'endroit où on a besoin. Donc, si vous enlevez la matière où c'est du noir, non, ça ne marchera pas. Il faut enlever la matière où vous aurez du blanc. Donc, ce qui fait que vous faites un négatif de votre positif pour obtenir la gravure que vous souhaitez. Donc on va aller un peu plus loin, parce qu'il va nous l'expliquer un peu plus loin. Hein. On va aller plus loin. On va nous montrer, je crois, le logiciel. Lui, il a Photoshop, je pense. Mais bon, vous n'êtes pas obligatoire. Voilà. On obtient un négatif. On voit bien que c'est du négatif. Certains logiciels vous font directement le négatif. Hein. Vous prenez une image grise, enfin, en 256 couleurs. Vous demandez négatif et vous obtenez donc le négatif. Et c'est ça qui va vous permettre de faire votre image qui vous sera révélée en positif, parce que la matière enlevée, c'est celle qui est blanche, et la matière restante, c'est celle qui sera la couleur de votre support, c'est-à-dire vert pour Hulk, et vert aussi pour Yoda.
Voilà. Alors, le négatif, bon, il a pris un 10 par 10, hein, vous voyez bien, il n'y a pas de problème. Il a emballé. Attends, on va revenir. Voilà, on va partir de 0. Il a bien placé. Voilà. La petite lumière que vous allez voir permet de placer exactement l'endroit où on souhaite que ça soit placé. Et là, il va envoyer son fichier, puisque maintenant que c'est calibré, il va envoyer. Donc tout ce qui est noir à l'écran va apparaître vert en dessous de ce noir, puisqu'il y a deux couches de peinture, et c'est la première couche de peinture qui, elle, va être enlevée, puisqu'elle est plus sensible. Voilà. Et donc, tout le noir va partir et révéler la peinture en dessous, qui est verte. Il s'est même amusé, voilà, on va en suivant, il s'est même amusé à faire qu'il a pu mettre 4 carreaux, soit qu'il a doublé la surface. Donc il a fait un dessin sur 4 carreaux. Et donc tout ce qui est noir doit rester. Et tout ce qui est vert est apparu parce qu'on a fait le négatif de l'image. Si on avait fait le positif, on aurait obtenu le négatif. C'est pour ça qu'on travaille à partir d'un négatif. Sinon on aurait obtenu la négatif si on travaillait vers le positif. Donc voilà, il a expliqué la technique. D'autres personnes ont repris cette technique, hein, parce qu'elle n'est pas le seul apparemment. Voilà. Ah, c'est The Rock apparemment. Il va nous montrer que c'est très résistant. Il va prendre un grattoir métallique et il va gratter. Et il vous montre que c'est très résistant. Donc c'est une technique de bonne qualité pour obtenir, dans votre salle de bain par exemple, ou dans un endroit que vous voulez égayer, dans votre cuisine, vous pouvez faire le motif que vous souhaitez. Je sais pas, dans votre salle de bain, vous avez décidé une sirène sur plusieurs carreaux, parce qu'on peut le faire sur plusieurs carreaux, étendre le dessin. À chaque carreau, il y aura une partie du dessin. Hein. C'est comme certaines fois ça serait une mosaïque, on va dire. Une mosaïque en très grand format. Donc chaque carreau sera imprimé du format que vous voulez, et ça fait comme une sorte de pixel art. Oui, les peintures, les fumées. De toute façon, quand on fait du laser, on évacue les fumées. Toute fumée est toxique, même une fumée de bois, c'est toxique. Vous allumez un feu, vous fermez la porte du poêle. Donc toute fumée est toxique. On prend toujours les précautions d'usage. Ce n'est pas parce que c'est montré par un professionnel que c'est un bon amateur professionnel, on va dire. Toute fumée est toxique. Donc soit on protège son visage, soit on évacue la fumée. Si on est seul dans une pièce bien aérée, on laisse évacuer ces fumées par l'aération. Sinon, on force l'aération et on demande à l'expulser vers l'extérieur. Actuellement, on est filtré, parce qu'on nous demande de garder nos masques quand on est dehors à cause du Covid. On peut toujours mettre ce masque-là, ça permettra de filtrer un minimum et de ne pas encombrer nos poumons. Bien sûr qu'il faut prendre toutes les précautions d'usage. Le plus efficace, c'est un filtre à charbon. Alors on peut, donc en sortie, carrément pour éviter d'indisposer les gens vers de la fumée qui sort sur l'extérieur, parce que j'ai vu un cas d'une personne qui posait la question, je envoie mes fumées du laser à l'extérieur, mais mes voisins se plaignent. Il a été conseillé de le mettre... Oui, le genre de machine d'extraction n'est pas possible. À moins de faire un caisson. On peut toujours proposer de faire un caisson. Chaque machine laser peut avoir son caisson. On prend un caisson en CP, ou en USB, comme moi j'avais fait sur une de mes machines, que je n'ai plus depuis, mais qui n'était pas un laser, c'était une CNC. Elle faisait du bruit, donc j'ai voulu contrecarrer ce bruit en faisant un caisson. Elle faisait beaucoup de poussière, donc voilà. Donc tout était contenu dans un caisson. N'hésitez pas. Si vous avez un petit format, certains caissons Ikea sont très pratiques. Et on met la machine dedans, on la ferme, et on met un ventilateur et une gaine pour extraire la fumée et l'envoyer dans un endroit où ça gêne personne. Donc je disais, cette personne, oui, mes voisins se plaignent. On lui a conseillé de mettre un filtre à charbon à la sortie, donc les fumées vont être filtrées, et les odeurs aussi, et le nocif restera dans le charbon, et le reste de l'air en surplus sera plus propre, et ça sentira moins fort. Donc voilà.
Merci d'avoir participé et j'encourage la personne qui m'écrit à... Alors, une filtre à charbon, une hotte aspirante, ça peut marcher. Oui, 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 bien sûr, oui, 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 bien sûr. Je peux très bien faire ça. Mais il faut que la hotte soit le plus près possible de la fumée qui a été mise. Parce que certaines particules vont quand même être brassées dans l'air et vont atteindre nos poumons. Donc, oui, on peut très bien faire un caisson et prendre une hotte et filtrer. Oui, bien sûr. C'est même recommandé de voir un filtre pour que nocivement, les nocivités soient maintenues dans le filtre et que l'air soit, on va dire, un peu plus pur à la sortie qu'elle n'était à l'entrée du filtre. Donc ne pas hésiter. Les machines à 2000 € sont fournies avec un extracteur d'air très puissant, et même assez volumineux et assez bruyant, et avec des tuyaux de 125, je crois, voire plus. Et là, il faut vraiment recommander utiliser le filtre. Oui, pourquoi pas, mais carrément, pourquoi pas mettre une hotte. Si on a la possibilité de le faire dans la pièce où on veut faire ça, pourquoi pas ne pas mettre une hotte. Et le caisson, le faire arriver jusqu'à la hotte et qu'il n'y ait pas de perte. Après, c'est capable de filtrer les graisses, donc c'est capable de filtrer aussi les fumées nocives, on va dire, et de rejeter quelque chose de moins, moins polluant dans la nature. Et une fois que le filtre soit on le nettoie, on peut le nettoyer après, mais soit on le change, bien sûr, quand il est moins efficace et qu'il... pardon. Donc je vais vous éviter cette chose-là trop longtemps. On va donc aller à la fin. Voilà. Il y a plusieurs machines qui sont présentées. C'est un monsieur qui apparemment fait des choses très intéressantes. Dommage qu'il parle en anglais, mais on comprend très bien ce qu'il fait puisque c'est très illustré. Donc on comprend très bien. Donc voilà. Ah voilà, l'exemple où il y a, on va aller jusqu'au bout, l'exemple où il y a plusieurs carreaux qui ont été juxtaposés et que l'image, on la voit bien, quoi. Alors, il y a toujours un peu de laïus avec le monsieur au début, voilà. Il a pris une image. Alors attention avec les images comme ça. Si vous commercialisez, c'est interdit. Si vous gardez pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, il a pris des images qu'il a donc mis en négatif. Et comme ça fait 20 par 20, il faut donc 4 carreaux de 10 par 10 pour obtenir le format 20 par 20. C'est-à-dire qu'il a multiplié par 2 la surface. Enfin, non, par 4 la surface. Par 4 la surface pour obtenir ce qu'il souhaitait. Alors, voilà. Apparemment, l'acteur, c'est M. Boris Karloff, qui a fini dans un état pas possible, ce brave acteur, puisqu'il s'est pris carrément pour la créature. Et donc, voilà, il a divisé à chaque fois, et ce qui fait qu'il va mettre un carreau à chaque fois, et au final, la réunion de tous ces carreaux va faire qu'on obtient, je vais y arriver, on va tout le voir, voilà, on obtient, il a même été plus loin avec une image de Clint Eastwood, apparemment dans un film, on va essayer de faire un arrêt sur image propre, youpi, voilà, il est étalé jusqu'à 12 carreaux quand même. Ce qui est intéressant, si on veut faire une fresque plus grande, il suffit de découper chaque partie souhaitée sur un carreau de 10 par 10. Donc il faut travailler l'image entière et après de prendre la surface d'un carreau et la travailler et après juxtaposer les carreaux et on obtient une image. Bon, bien sûr, chaque carreau a normalement un léger chanfrein, ce qui fait qu'on ne peut pas imprimer sur cette partie-là parce qu'elle est arrondie, mais bon, au final, on a quand même quelque chose de propre, de beau et un résultat sympa, quoi. Voilà. Ça, par contre, on peut l'obtenir à partir de la diode. C'est pas besoin d'avoir un très puissant laser. Il suffit juste que la pellicule noire soit brûlée et que le reste soit visible, quoi. Et là, une belle image de M. Clint Eastwood.
probablement le bon, la brute et le truand. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, certaines machines. Ah oui, tiens, faut que je vous la montre, cette machine-là. C'est une table de découpe laser. Oui, exactement. Aucune limite au dessin, puisque c'est des carrés de 10 sur 10. On peut carrément faire une pièce entière si on le souhaite, puisque c'est comme du pixel art. Le pixel et le carreau de 10 par 10, et après, il suffit d'avoir étudié son image et de faire du pixel art, on va dire. Oui. Le nom de la chaîne de ce monsieur, alors, le nom de la chaîne de ce monsieur, hop, j'ai fait quoi? J'ai fait une erreur. Hop, hop, c'est 3D Print Farm. Alors, attends, je vais essayer de le mettre 3D Print Farm, parce que apparemment il est dans une ferme, le monsieur. Youpi. Sur YouTube. Alors, ouais. Soit ben, je peux voir si je peux mettre un lien carrément, copier. Je vais voir si je peux mettre le lien. Hop là, on va coller. Voilà. Ça, c'est le dessin de monsieur Clint Eastwood. Voilà. Après, il suffit d'aller s'abonner à la personne, parce que moi je suis abonné aussi. Hein, comme ça, j'ai des. Comment ça s'appelle? Les notifications, bien sûr, hein, comme tout partout. Quand vous êtes abonné à une chaîne, que ce soit YouTube ou sur Twitch, vous avez des notifications. Alors, abonné, oui. Abonné, c'est pas payant chez YouTube. Abonné sur Twitch, c'est payant. Vous êtes des followers, sinon. Un follower, c'est un suiveur. Hein. Si vous suivez, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de problème, mais vous aurez quand même aussi les notifications. Mais de rien, cher MDSV41. Je sais, on se connaît de la chaîne Babozor, la grotte du Barbu. Alors, oui, il faut que je fasse une recherche de mon côté, car je sais que une machine, alors elle est chère. Voilà. Elle est chère, puisque c'est... Hop là, j'ai oublié de faire un truc. Voilà, CNC laser vertical. Voilà. Alors, on va aller chercher le lien. Excusez-moi. Copier. Donc, on va se taper le lien. Hop là. Coller et ouvrir. Voilà. Passer l'annonce. Alors, cette machine est chère, parce que c'est un Américain qui la vend. Hein. Et voilà, c'est une découpeuse laser ou graveuse laser verticale, c'est-à-dire elle est contre un mur. Donc la limitation, j'ai les sources. La limitation, c'est tout simplement la hauteur de votre maison, le mur intérieur, et le mur auquel vous adossez en longueur. Là, je ne sais plus les dimensions de cette machine, il va les dire à un moment donné, et le laser est promené en même temps que la tête. Et tout est promené en même temps, l'alimentation et l'eau, je crois aussi. Ce qui fait que on n'a plus de problème de distance et de réglage de distance, parce que le laser, lui, il n'a pas besoin d'être mis dans un... Les renvois du rayon laser sont très proches, puisque le laser étant en parallèle à la tête, mais très proche, par rapport à une machine classique où si on déplace sur 400 mm, et la tête le laser va s'éloigner de 400 mm par rapport à la tête dans un sens, et dans l'autre sens, en Y, parce que le Y c'est toujours la partie la plus longue théoriquement. Donc le Y, lui, ne bouge pas par rapport au laser, donc les miroirs sont très bien réglés, très proches. Il n'y a que le X qui va s'éloigner du rayon, renvoyé par le miroir, et c'est un moindre mal, puisque si les réglages sont bien faits, on obtient quand même quelque chose de propre, sachant que en général le laser est toujours fixe dans le boîtier. Il envoie le rayon sur l'axe Y qui est réfléchi sur la tête qui se déplace en Z. Donc si l'axe Y est assez long, le rayon va parcourir une distance plus importante. Alors là elle est toujours fixe. Peu importe comment se balade le Y,
Oui, le Y, c'est le chariot qui va bouger et non plus l'éloignement du laser qui va se faire. On voit bien, tout le Y supporte le laser, l'électronique du laser, enfin l'électricité du laser, et il n'y a que le X qui se déplace en vertical, et qui lui, il faut qu'il soit bien réglé pour avoir toute la hauteur du rayon, enfin le rayon soit bien d'un bout à l'autre, c'est pratique, voilà. Ce qui fait que les réglages sont plus simples et beaucoup plus constants. Et on voit bien le rayon du laser qui émet, hein, on voit bien la partie rouge, qui émet systématiquement, voilà, à vide, voilà, on voit quand ça est excité, donc quand il est pompé, hein, et qu'il est excité, hop, on voit bien qu'il est allumé, et on voit bien la partie qui réceptionne. Donc il a un moteur quand même qui est assez costaud au milieu, hein, un moteur pas à pas, qui fait bouger sur l'axe Y tout le chariot qui supporte le laser lui-même, l'alimentation du laser, et aussi probablement, on ne le voit pas, qui doit être caché en haut, parce qu'il y a un capot en haut, la partie refroidissement du laser, parce qu'il y a de l'eau qui refroidit automatiquement le laser, sinon vous le cramez instantanément si vous ne le refroidissez pas. Et vu la longueur du laser, c'est au minimum à 100 watts, voire plus. Parce que plus vous avez de watts, plus le laser sera grand, puisqu'il faudra qu'il fasse des allers-retours entre les miroirs pour obtenir la puissance. Tout simplement, hein, c'est l'excitation d'une fréquence en nanomètres qui fait que, ouais, normalement tout en haut apparemment, on appelle ça le cache-misère, on va dire, il y a l'eau qui doit se promener ou qui doit alimenter le laser sur toute la longueur. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que c'est quand même une machine qui prend $8000. Et oui, $8000, cette chose prend. Alors, par contre, c'est une surface de 4 pouces par 8 pouces. 4 pouces de haut, 4 pieds de haut et 8 pieds de long. Voilà. Ce qui fait 1,50 m par 3 mètres. Alors donc, dans un coin, il y a toute l'électronique. L'électricité, c'est facile à déplacer, c'est qu'un câble, donc c'est très facile à déplacer. Par contre, l'eau, c'est moins facile à déplacer. Alors, et normalement, il y a un site, ce monsieur. Alors, attendez, je vais vous retrouver le site. Hop là. Copier, on va aller chercher le site. Hop là. Je vais revenir à la gestion. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. On peut mettre une plaque complète, 2,50 m par 1,25 m, oui, exactement. Par contre, il faut la charger. Et les portes qui se déplacent, elles ne permettent pas de dégager automatiquement cette dimension-là, ouais. Alors, et je vais coller le lien où on peut trouver exactement la machine, la référence exacte. Alors, il vous propose de vous la vendre à un certain prix. Alors, c'est 11 100 $ si vous l'achetez assemblé. Si vous faites d'autres choses, c'est-à-dire que vous... Ah, sans tube laser, elle est quand même pratiquement 9 000 $. Là. Enfin bon, sur le site, j'ai donné le lien, vous aurez toutes les infos. Et apparemment, il dit qu'il l'a équipé d'un... Non. À partir de 80 watts, et on peut mettre jusqu'à 130 watts. Enfin, voilà. Donc, et puis, il y a plusieurs vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Et on peut carrément le refaire soi-même, puisqu'on a toutes les pièces. Donc, il est même prêt à vendre, je crois, les plans. Je crois qu'ils vendent les plans. Donc, là, on peut reproduire soi-même et acheter... voilà. Alors, ne pas hésiter à... Voilà. Il y a aussi l'air. Voilà. Le tuyau qu'on voit arriver en bas, c'est l'assistance, ça s'appelle Air Assist, qui permet de dégager la fumée le plus vite possible de la lentille. Sinon, elle s'oxyde. La lentille s'oxyde et ça serait mauvais. Ouais. Ouais, on peut faire, oui, comme une fente, oui. Par contre, il faut un dégagement de 2,50 m de ce côté, automatiquement. Donc, si la machine fait déjà minimum 2,50 m, en point de vue surface de découpe,
Mais hors tout, elle doit faire pas loin de 3 mètres, voire plus de 3 mètres 20. Donc si on a 3 mètres 20 de dégagement plus les 2 mètres 50 pour pouvoir placer la plaque, pourquoi pas, hein? Ouais, je sais que chez moi, j'ai une pièce où il y a un mur qui fait 10 mètres de long. Bon, par contre, je ne peux pas mettre la machine parce que j'ai 3 fenêtres sur ces 10 mètres de long. Mais oui, si on a un pro et qu'on a un grand mur de, je sais pas, 10 mètres de long et qu'on souhaite obtenir de la place au sol, on met cette machine en verticale. Attention, elle est inclinée de 5 degrés, entre 5 et 10 degrés, pour éviter que la plaque ne tombe, bien sûr. Donc, elle est juste posée et c'est son propre poids qui fait qu'elle est maintenue. Vu qu'il n'y a aucun frottement, hein, c'est comme les machines de découpe où on va chez Leroy Merlin, on dit je veux une planche de 1 mètre par 1 mètre et puis qui sort un truc de 5 mètres et qui la découpe, vite fait. Peut-être pas 5 mètres, mais c'est 4 mètres, je crois, en gros. Donc voilà, c'est comme une découpeuse. Voilà. Donc oui, on peut faire une fente d'un côté, placer sa plaque. Par gravité, elle va rester en position. Et comme il n'y a aucun frottement, il n'y a pas de déplacement de la matière. Et on a même une plaque de contreplaqué de 3 mm de 1,25 m par 2,50 m. Ça doit faire quand même quelques kilos. Donc ça tiendra en place. Après la découpe, voilà. Si c'est une toute petite pièce qui... L'air assist est assez puissant en général, hein, puisqu'on met quand même une certaine pression pour que la fumée soit vite chassée. Et donc, ouais, on voit bien, hein, là, on voit aucune fumée d'ailleurs, puisque c'est chassé tout de suite. Et puis, comme elle est contenue dans la machine en elle-même, hop là, on va revenir à un endroit en arrière, voilà. Ça, certaines choses électroniques où on voit ce qui se passe, hein, c'est très bien, c'est très sympa. Et bien sûr, c'est toujours piloté par un ordinateur. Il faut toujours un ordinateur. C'est mignon, puisqu'on va travailler avec lui et il envoie les ordres. Et voilà. Mais quand j'ai vu cette machine-là, j'étais très très impressionné et j'ai dit banco, mais non, c'est trop cher. À moins de mutualiser le procédé et d'obtenir un crédit, par exemple. Non, on va pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que j'avais vu l'étude d'une machine qui avait son stock. Il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Tiens, j'essaierai pour la fois prochaine de retrouver une machine qui permettait d'usiner une plaque donc de 2500 par 1250 mm, soit 2,50 m par 1,25 m. L'emprise au sol, c'était un nombre de mètres carrés important, et quand ils l'ont mis à la verticale comme là, ben, le nombre de mètres carrés a nettement diminué, puisqu'il y avait juste la profondeur de l'épaisseur de la machine, en gros, hein, c'est-à-dire là il y a un recul de moins d'1 mètre, hein, je suppose. Donc, et le stock à côté, on obtenait qu'on pouvait, dans une pièce, si on mettait les machines au mur, on pouvait obtenir qu'une surface minimum pouvait accueillir 4 machines maximum, puisqu'en général on met 4 murs dans une pièce. Et donc on pouvait à la rigueur mettre le stock de matière première au milieu, et chaque fois qu'on avait besoin de cette plaque, on la prenait, on la positionnait, et puis on se retrouvait avec des machines qui travaillaient avec moins de surface, parce que la surface ça coûte cher quand on la loue, donc moins de surface, qui travaillaient très bien, quoi. Donc c'est étonnant que personne n'ait proposé ce genre de machine autre que cette personne, parce que moi j'ai vu de ça une ou deux fois. J'ai trouvé une autre chose aussi, où on travaille en vertical, mais là c'est plus gênant, on va dire. On va retrouver là, je vais retrouver le lien, ou diffuser le lien, copier. On va faire un coller et ouvrir. Donc là le tube a été mis à la verticale, mais sur une CNC classique qui a à côté une... Et là on va voir un détail, c'est que le tube est directement au-dessus de la lentille, donc il n'y a pas de renvoi de miroir, pas du tout de renvoi de miroir, et ce qui fait que on est très efficace, puisque le rayon est en direct. Il suffit juste d'aligner bien correctement la lentille. Il n'y a plus de renvoi de miroir et on a une puissance très importante. Alors, je ne sais pas, je vais continuer à diffuser la vidéo. Voilà, on voit bien que le laser est à la verticale. C'est probablement à 40 watts, vu la distance. L'électricité, c'est-à-dire la haute tension de l'alimentation du laser est à côté. Et on voit sur la
je vais l'agrandir, on voit sur la gauche les tubes qui amènent l'eau et aussi l'électricité probablement jusqu'à l'alimentation spécifique. Donc ce qui fait que c'est embarqué directement, et là comme il n'y a pas de miroir, on a toute la puissance directe sans problème. Mais je crois on peut acheter les plans. Et surtout que le site montre toutes les pièces qu'il faut pour ça. Et en plus, en bois, c'est faisable. Il suffit d'avoir une bonne CNC à côté de soi et de réaliser ça. Voilà. Donc là, on voit que le tube sur cette machine-là est à la verticale et attaque directement la lentille. Ce qui fait que zéro perte de puissance. Et au point de vue danger, il y en a nettement moins, puisqu'on ne peut pratiquement pas mettre un doigt entre le rayon et la tête, ce qui est très important. Il ne faut surtout pas faire ça. Par contre, l'air assist n'est pas l'air très puissant, puisque la fumée est quand même diffusée. Voilà. Alors, je ne sais pas les caractères qu'il utilise, mais on dirait que c'est arabisant. Je ne sais pas ce que c'est que ces caractères. Donc, à moins que ce soit très esthétique. Donc voilà, le laser est directement au-dessus de la lentille, ce qui fait l'efficacité, c'est 100%. Donc on n'est pas obligé, voilà, on voit très bien que le laser est juste quelques millimètres au-dessus de l'entrée du tube de la lentille, et ce qui fait que c'est très très efficace. Alors j'avais aussi vu une chose sur eBay, un laser comme ça, mais il y avait juste le renvoi du premier miroir, enfin du dernier miroir qui est au-dessus de la lentille. C'est-à-dire que le laser était à 90 par rapport à la tête. Par contre, si on fait bouger la tête, il faut faire bouger tout le laser aussi. Et il faut faire bouger l'électronique. Ce qui fait que c'est surtout au point de vue recul du laser, puisqu'il fait 40 watts, le laser en général, minimum. Et le recul du laser, c'est fait que si on se déplaçait, il fallait quand même que le recul du support du laser soit compris dans la machine, ce qui fait que ça augmentait la distance encore si on voulait découper sur 250 cm, soit une plaque de 2500 par 1250, ce qui est le standard actuellement fourni en bois chez nous, quand on demande une plaque, ce qui fait que le laser faisant une distance d'environ 700 mm, parce que ça fait à peu près ça sur un 40 watts, il fallait prévoir que la machine soit beaucoup plus longue, et que voilà, et donc 2 rails pour supporter la tête, parce que sinon il était dans le vide, plus ou moins, le laser, et donc il aurait fallu allonger la machine d'au moins pratiquement 1 mètre, c'est-à-dire prévoir un déplacement possible sur des rails de 3,50 m, donc 3500 mm, ce qui fait que ça a fait plus important au point de vue longueur pour la surface à usiner, alors que là, la machine en verticale, ou celle que je vous présente actuellement, le déplacement est relativement contenu, on va dire, et il ne dépasse pas le gabarit de très peu, on va dire, même pas 10% de la surface à usiner, quoi, on va dire. En gros, c'est ça. On perd des fois 10% de la surface à usiner quand on a une machine qui fait exactement la grandeur de la plaque, et on perd quelque peu. Mais si on usinait sur toute la surface, avec ce type de laser qui était à 90 degrés, donc il attaquait le miroir et ça allait sur la lentille, on se retrouvait à supporter le laser, et plus il est long, plus il est puissant, plus il est long, donc il faut prévoir sa sortie de la machine, et c'était un peu gênant, on va dire. Donc ce qui fait que dans ces cas-là, au pire, il faut prévoir cette partie-là qui va déborder. Donc on augmentait de façon significative la portée à avoir pour usiner sur une plaque de 2500 par 1250. Alors 1250 c'était bon, il suffisait d'avoir 1500 en déplacement en X, mais le Y était beaucoup plus long pour obtenir ce qu'on souhaitait. Donc je vais continuer. J'espère que vous avez compris, parce que j'essaierai de le retrouver. Je n'ai vu qu'une fois, cette proposition de laser de 40 watts à 90 degrés par rapport à la tête, et qui attaquait directement le miroir de la tête, et non pas comme là où c'est le miroir direct. C'est une bonne idée. Par contre, on voit bien la portée du rail X, parce qu'il faut qu'il maintienne quand même le plus possible rigide. Alors sachant qu'en laser on a besoin de déplacements relativement rapides, on peut se contenter de courroies.
Une courroie, ça peut être un déplacement très rapide. La seule manière de se déplacer rapidement sans utiliser une courroie, c'est une crémaillère que l'on peut voir sur une machine qui s'appelle Avid CNC, Avid CNC, où ils utilisent des crémaillères pour se déplacer rapidement, mais en commande numérique, donc en CNC classique. Donc, par contre, dès qu'il y a frottement, vaut mieux quelque chose de résistant au point de vue du déplacement. Donc là, je ne sais plus si j'en ai trouvé d'autres en vertical. Je crois que j'en avais trouvé d'autres en vertical. C'est toujours la même. Il y en a une autre ici, oui. Alors, hop, je vais aller la chercher. C'est le même principe que la précédente, hein, celle qui est en vertical ici. On va voir. Alors, c'est quand même relativement amateur. Mais, on va voir. Hein. On est dans un pays d'Asie, je suppose. Mais bon, je ne fais pas de politique. Donc la personne qui est là va vous présenter sa machine DIY, on va dire. On le fait soi-même. Hop là, j'ai fini. Donc la machine qu'il a faite, et on voit le même principe que la précédente. On se retrouve avec le laser à la verticale qui attaque directement la lentille. Et donc ce qui fait que il faut quand même un portique, parce que ça s'appelle un portique, la partie qui bouge en X et en Y. Il faut que le portique soit quand même assez relativement rigide, supporte le laser et aussi permette de bien le rigidifier. Donc il y a une partie du laser qui est dans le vide, mais bon, ça, il suffit de le maintenir correctement dans la partie basse. Alors l'avantage d'avoir un Z réglable, c'est que on peut faire le focus plus facilement, soit en mettant une cale, sachant qu'on doit toujours être à la même distance par rapport à la pièce à travailler. Donc, on peut donc se servir du Z, et on voit bien que c'est une machine quand même relativement amateur, puisque c'est quand même du contreplaqué qui a été usiné au laser, parce qu'on voit bien les tranches, mais c'est très bien. Hein, il n'y a rien de mieux que faites-le soi-même pour que ça progresse un peu. Et là, il se sert donc de ce bois qu'il a usiné au laser pour... Là, je ne comprends pas, c'est que son laser, il pourrait être plus près. Il pourrait être beaucoup plus près de la tête, ce qui éviterait qu'on puisse passer le doigt ou quoi que ce soit entre le rayon et la lentille. Et il a une drôle de couleur, ce laser, d'ailleurs. Il est relativement blanc, alors qu'en général, c'est rouge. À cause du carbone, je crois que c'est rouge. Et donc à chaque fois, on est obligé d'alimenter le laser en eau, parce qu'il faut le refroidir. Hein. La température idéale, c'est entre 18 et 22 degrés pour un laser. Au-delà, on peut le fatiguer si c'est trop chaud. Et si c'est trop froid, ça ne sert à rien, puisque la température idéale, c'est entre 18 et 22. Au-delà de 22, il vaut mieux ralentir, ne plus l'utiliser, enfin, temporairement l'arrêter, puisqu'il se fatiguera plus vite. Donc on voit bien comment c'est fait. Hein. Ça peut être amateur, ça peut être grossier, mais c'est efficace. Le principal, c'est l'efficacité. Et on voit bien que la largeur et la longueur de sa plaque correspond au standard actuellement de soit 2500 mm par 1250. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai d'autres à vous montrer en vertical. Je vais les regarder dans mes archives. Ouais, je ne sais pas si c'est du vertical, ça. Le plus facile en vertical, c'est la diode, hein, parce que c'est pas très gros comme laser. C'est pas très important, donc c'est le... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais enfin bon, ça c'est du vertical aussi, mais bon, c'est au laser 5 watts, je crois. Alors, ah oui, tenez. Ah si, c'est une technologie, mais bon, c'est pas du laser. Alors, un circuit. On peut faire un circuit imprimé. On peut s'amuser à faire un circuit imprimé grâce au laser. Donc, ouais. Mais après, il faut un traitement. Il faut un traitement supplémentaire, donc je ne sais pas si c'est très efficace.
Donc voilà, il est 16h11, j'ai pas mal discuté, j'ai pas mal blablaté, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que j'ai pas été trop répétitif, on va dire, trop chiant à écouter. Donc je vais faire de nouvelles recherches parce que j'ai des archives que je retrouve probablement qui parlent des diverses technologies de ces lasers. Donc. Mais c'est vrai que le DIY, donc le faites-le soi-même, fais-le toi-même, permet de progresser et je pense que je vais me servir de ça. La machine que j'ai actuellement, elle va probablement évoluer au point de vue déjà de ses déplacements. Ça va être des courroies mais beaucoup plus larges, des 10 mm à la place des 5 mm. Probablement plus rapide, un seul moteur en Y qui va être réparti comme je vais montrer sur une des machines, je ne sais plus laquelle c'est, non pas celle-là, pas celle-là, hop, c'était quoi ça? Non, c'est pas ça, ça. Pardon, c'est moi, j'ai un petit rototo. Donc ouais, ah tiens, on l'a pas vu cette vidéo là, tiens on va aller voir celle-là et c'est sûrement ce qui va conclure. Alors on voit du contreplaqué de très grosse épaisseur et apparemment il a réussi à le découper. On va aller voir ça de plus près. La vidéo dure 1 minute 10, donc on va regarder de plus près. On voit que le déplacement est très très lent, parce qu'il a quand même une épaisseur de pas loin de 20 mm, on va dire. Et on voyait qu'il est traversé puisque le laser lui-même se manifeste en dessous. Donc il a une très grosse puissance et une très faible vitesse pour bien découper. Oui, on voit que c'est quand même du 18 ou 20 mm qui coupe dans du contreplaqué, ce qui fait que le bois, si c'est du peuplier ou du bouleau, il y a quand même une certaine résistance et c'est surtout que le nombre de plis qu'il faut traverser à chaque fois et entre chaque couche il y a de la colle. Donc c'est pas toujours facile. Donc, très lent mais très efficace parce qu'on va voir qu'il va se détacher au final. Et comme c'est très fin comme rayon, les angles sont pratiquement droits, enfin bien, c'est pas droit, c'est pointu. Voilà, hop, on l'a vu le décrochement. Voilà. Quand on fait un carré, on n'a pas forcément des points très arrondis puisque le laser en lui-même est de faible section, on va dire, voilà, de faible section. Et ce qui fait que quand on fait des découpes de 3 mm d'épaisseur et qu'on veut embriquer une autre chose de 3 mm, par exemple pour faire des petits châteaux forts pour les enfants, pour faire des caisses, des boîtes, des choses comme ça, une boîte à bijoux pour madame, des choses comme ça, et on se retrouve qu'on n'a pas besoin de passer la ligne ou quoi que ce soit pour venir faire un carré, puisque ça s'emboîte facilement. Or, si on le fait avec une CNC mais avec une fraise de 3, on va se retrouver avec un rayon de 1,5 qu'il faut éliminer et c'est du travail supplémentaire. Or le laser lui permet ce genre de choses puisque l'impact du rayon est puissant certes, mais est de très faible diamètre et constant sur toute l'épaisseur en général. Il ne s'élargit pas très vite un rayon laser, sauf si on l'envoie très loin, mais sinon à courte distance la focale est maintenue, ce qui fait que c'est constant la grosseur du rayon, ce qui fait que on est je sais pas, quelques dixièmes, et ce qui fait que quand on fait des assemblages, c'est relativement précis, puisqu'on n'a pas obligé de rendre carré une chose qui est ronde à l'origine. Voilà. Quand on fait de la CNC, c'est ça. Alors, un copeau. Alors, chaque machine a ses avantages et ses inconvénients. La CNC, c'est bruyant, ça fait des copeaux, ça bouffe de la matière, mais beaucoup. Voilà. Les déplacements, c'est des vis, parce que si on veut de la puissance, c'est des vis. Mais par contre, on peut faire une poche, on peut faire de la gravure en relief, parce que l'avantage, c'est que le Z est pris par la machine. Le laser, lui, le Z, il ne connaît pas. C'est juste le rayon qui vient frapper, et il ne connaît pas. Donc, il veut graver superficiellement, en brûlant la matière, mais il ne peut pas faire de poche précise. Il peut faire par contre de très belles découpes. Donc, le laser, avantage, découpe propre, précise. Le inconvénient, fumée. La CNC routeur classique avec une broche, c'est des découpes précises aussi, beaucoup de poussière, du bruit,
parce que la branche en elle-même a fait un bruit parce qu'elle tourne. Hein. Et voilà. Par contre, avantage, gravure en relief, en 2D,5, on dit 3D mais 2D,5, poche, trou, découpe. Bon. Et il y a aussi, on enlève de la matière, et il y a aussi l'imprimante 3D, qui elle, ben, on n'ajoute que de la matière à l'endroit où on en a besoin, on forme la pièce de A à Z, même s'il y a des supports de temps en temps, on enlève les supports, mais c'est pas trop. Hein, quand on a une grosse pièce, on peut faire quelques supports, si c'est mal conçu au début ou mal orienté. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que chaque machine a son avantage et chaque machine a ses inconvénients. L'imprimante 3D, prototypage, ajout de matière, temps très long par rapport à un usinage. Il y a des pièces qui mettent plusieurs dizaines d'heures à être réalisées, même si c'est beau, hein, pas de problème. Et c'est quand même du plastique, c'est quand même des matières qui peuvent aussi émettre des gaz nocifs, puisque c'est du PLA ou de l'ABS, hein, même du PLA, hein. C'est pas anodin, ça chauffe, c'est une matière plastique qui chauffe, donc elle émet des fumées probablement, qu'on ne voit pas forcément, mais qui peuvent être toxiques, parce que moins on voit, plus c'est toxique. Parce que quand on voit, on sait que c'est toxique, mais quand on ne voit pas, on ne sait pas que c'est toxique, mais on peut l'en prendre quand même. Donc le laser, super, la CNC, super, l'imprimante 3D, super. Si on prend les trois, on réunit quelque chose qui permet de faire des prototypes, des choses très intéressantes, et à des prix quand même corrects. Alors chaque machine de bonne qualité, allez, imprimante 3D, 250 €, TTC, on peut avoir une bonne machine. Dans les nouveaux formats, les nouveaux modèles proposés, 250 €, on a une machine. En commande numérique, CNC routeur, si on veut quelque chose de qualité, on approche des 1000 €. Et pour un laser, pour vraiment de la qualité, c'est 2000 €. Pour vraiment avoir quelque chose de bien. Sauf si on veut faire que de la gravure, si on ne veut pas faire de découpe, une machine à 150 €, grave très bien, sur une bonne surface. La Hortur Master 2 a une surface de 400 par 430, et théoriquement, elle sort du 20 watts, non, elle consomme 20 watts pour sortir du 7-8 watts, on va dire, réellement, et permet déjà de travailler des choses intéressantes. Les matières les plus fines, c'est-à-dire le contreplaqué de bouleau ou de peuplier de 3 mm, avec acharnement, on peut arriver à le découper, soit en plusieurs passes, soit en passant le moins rapidement possible, et en évitant quand même que le laser stack trop au même endroit, parce que le bois a tendance, à un certain degré, prendre feu. N'oubliez pas que ces trois machines-là, il y en a une qui fait de la chaleur, c'est l'imprimante 3D, donc attention les doigts. Le CNC routeur, c'est un outil qui tourne, qui coupe, attention les doigts. Et le laser, c'est attention les yeux et attention les doigts. Parce que c'est de la lumière qui est cohérente, qui est donc diffusée. Attention les yeux et attention les doigts, parce qu'on peut passer la main sans se rendre compte et se brûler facilement aussi. Bon, sur ce, toutes les recommandations étant faites et tout mon blabla étant arrivé à son terme, je vais vous souhaiter une bonne journée. Si vous n'avez pas vu ce live, vous pouvez le revoir pendant 15 jours sur Twitch, et ad vitam aeternam sur la chaîne YouTube, Laser 87 Man, parce qu'il y a une chaîne Laser 87 Man qui existe. C'est le report 24 heures après, parce que je garde l'exclusivité sur Twitch, 24 heures après de la vidéo de blabla sur Twitch. Voilà. Donc merci, au revoir, et à mardi prochain, parce que je ne prends pas de pause. À mardi prochain, et deux mardis de suite, on va se voir. Le troisième mardi, qui est le 5 janvier, je vous avertirai si je suis là ou pas, parce que j'ai peut-être un projet qui se dessine dans cette semaine-là, donc je ne suis pas forcément là. Mais nous sommes le combien? Nous sommes le 22. C'est ça, je crois. Ouais. Le 29, je serai là. Le 5, je vous dirai par une petite vidéo si je suis là ou pas. Mais le 12, probablement, je serai là. Voilà. Donc, à la semaine prochaine, 15 h. Si vous êtes là, super. Et bonne journée. Merci. Au revoir.